est sur une thématique conférence PC2A. PC2A, pôle de compétences en analyse et assemblage pour l'électronique. Donc association qui regroupe des industriels, donneurs d'ordre, sous-traitants, laboratoires, etc. Et notre objectif, c'est essayer ensemble d'échanger sur diverses thématiques pour avancer. On considère que le réseau, l'échange pour nous est primordial, important. Tout est fait de manière bénévole, donc ça aussi c'est... Alors, avant de démarrer, la thématique liée à fiabilité et l'humain ou l'homme au cœur de la fiabilité. En 2017, on a fêté les 20 ans de l'association et sur un week-end, on a fait venir une centaine de personnes pour réfléchir sur ce que sera l'électronique de demain. Essayer de se projeter un petit peu dans le futur. Alors, 2017, on était un peu, je le répète, sur la prospective, même si on avait quand même des entreprises, Schneider, Thales ou autres, qui, elles, étaient un petit peu plus en avance que le petit EMS du coin, je veux dire, hein, mais c'est ça l'avantage de la réflexion. Donc, les différentes thématiques qui ressortaient à cette époque, c'était que les technos et l'environnement industriel allaient fortement évoluer. On allait de plus en plus aussi, on le verra, sur de la miniaturisation et on allait sur de la personnalisation. Sortir 10 000 cartes de tel type de manière homogène, bah, peut-être que dans quelques années, on devra sortir une centaine de cartes simplement, mais avec une miniaturisation très très forte. Et la problématique de tout ça, ça veut dire qu'il y a des investissements très forts pour quelque chose sur lequel on peut s'interroger. L'arrivée importante des data, hein, on entend tous parler de ça, et on s'était aperçu à l'époque, et je pense que ça n'a pas beaucoup changé, c'est qu'on a tous beaucoup de data, mais on ne sait pas trop quoi faire avec ces data. Importance primordiale de l'humain sur l'accompagnement, formation, QVT, performance, etc. On se disait ça déjà il y a 3 ans, et vous verrez qu'aujourd'hui, ça prend vraiment une ampleur très très forte. L'autre point aussi, alors ça je pense qu'on le répète depuis 30 ans, 20 ans, 10 ans, c'est qu'entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, il faut qu'on arrive à se parler. Là, il faut vraiment qu'on arrive à se parler, sinon on fera des bêtises. Sur l'atelier fiabilité, ce qui était ressorti, c'était vraiment, entre le donneur d'ordre et l'EMS, il faut vraiment définir les missions, les responsabilités de chacun. Qui doit faire quoi, vers quoi on doit aller, et qu'est-ce que l'on fait. Alors, je ne veux pas revenir à une époque peut-être très ancienne, où le donneur d'ordre disait « Attends, c'est ton problème, tu te débrouilles ». Et puis le sous-traitant, quand il regardait le cahier des charges, page 12, on lui disait c'est 4 ppm, et page 26, on lui disait c'est 150 ppm. Bah, lui, il appliquait quoi? Il appliquait ce qu'il savait faire. Donc des gros décalages entre ce que quelquefois on lui demandait et puis ce que percevait aussi le donneur d'ordre. Les datas, bah, on est conscient qu'il faut vraiment définir très en amont ce qu'on veut avoir comme information et quelles sont les datas les plus importantes. Qualification des produits. On arrive sur des nouvelles technos. Donc comment qualifier ces nouvelles technos, comment qualifier ces points-là. Et puis, outils d'analyse, ça c'était une remarque de CERMA que vous avez peut-être vu tout à l'heure, qui était de dire, nous en termes de fiabilité, bah, on a nos outils qui datent depuis des décennies. Les outils des 10 prochaines années, on ne les a pas encore élaborés. Il va falloir qu'on réfléchisse et qu'on avance ensemble là-dessus. Synthèse atelier lié à l'humain, à l'homme. C'était déjà, pour pouvoir traiter l'humain, il faut connaître. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de managers ne sont pas psychologues. Beaucoup de managers n'ont peut-être pas suivi de formation liée à l'humain. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus important et qu'il va falloir réfléchir à tout ça. Définir clairement aussi le projet d'entreprise. Ça, c'est de plus en plus. Hein.
Il y a des grandes écoles qui ont fait paraître la dernière fois une enquête en disant globalement, on a 60% des élèves des grandes écoles qui n'accepteront pas de travailler dans des entreprises s'il n'y a pas une éthique et s'il n'y a pas un projet d'entreprise. Je veux dire, il y a quelques années, je veux pas revenir un peu, mais on était content de rentrer, nous, dans les belles entreprises, et on n'était pas en train de leur dire, monsieur, je viens chez vous, si c'est pas comme ça, quoi. Donc ça bouge fortement. Donc les nouveaux enjeux, donc c'est ce qu'on avait aussi analysé, tout ce qui est lié au numérique, au cobo, donc les robots collaboratifs, etc. Toutes les peurs liées à ça, comment ça va se passer, la big data, l'électronique 3D, toutes ces nouvelles méthodes. Intervient aussi dans les grands groupes le multiculturel. Enfin, moi, je l'avais vécu à un moment donné. Le oui français n'est pas tout à fait le même que le oui chinois. Et sans aller si loin, entre le oui français et le oui anglais, c'est pas la même chose non plus. Donc, faut vraiment faire attention. Et puis, multigénérationnel, arrive en ce moment sur le marché ce qu'on appelle les milléniums. Ceux qui sont nés dans les années 2000. Ils ont 20 ans. Donc 20 ans, vous pouvez avoir des DUT, des BTS ou des gens de ce type-là. Les millenniums ne raisonnent pas comme les trentenaires. Pour eux, c'est déjà des vieux dépassés. Vous imaginez un petit peu ce qui va se passer. Alors je prends toujours une image, mais qui est un peu... Enfin moi, ce que j'ai vécu, hein, c'est à mon époque, quand j'étais très très jeune. Oui, s'il te plaît, Sandra. Vous aviez le responsable de maintenance de 50 balais qui se promenait avec sa caisse à outils en métal, avec les manches en bois, les trucs, etc. Puis vous aviez le jeune de 30 ans qui avait la caisse à outils en plastique, avec un tournevis qui s'éclairait quand il y avait tel truc. Puis le jeune disait au vieux, t'as vu tes trucs, puis le vieux disait au jeune, mais... Et celui de 20 ans, lui, il n'a pas de caisse à outils, il a l'iPhone. Il dit, moi je ne vais pas toucher à ces outils-là quand même, les gars. Oh. Donc on est sur un changement de génération de comportements qui sont vraiment très 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 importants. Alors, ce que je voulais vous présenter justement par rapport à ça derrière, c'est, et par rapport à notre anniversaire, c'est des exemples d'entreprises, ce qu'elles ont vécu et comment elles bougent depuis ces 3 années. Ce qu'elles mettent en place dans leur entreprise et comment elles avancent. C'est la Groupe, une belle ETI dans le domaine de l'électronique, assembleur, câbleur, designer, enfin tout un ensemble de choses qui a des structures assez importantes, qui a une organisation assez sérieuse de groupe et qui se retrouve confrontée à des problématiques de recrutement, à des problématiques de gestion de personnel et problématiques de motivation. C'est la Groupe est fortement orientée sur des niveaux de qualité très forts et c'est des niveaux de fiabilité aussi importants. C'est leurs objectifs. Mais pour pouvoir être fiable, il faut que toute la chaîne le soit. Il faut que l'opérateur qui, à la fin, va faire une opération stratégique, ben, elle suive les consignes, les procédures, etc. Donc aujourd'hui, les axes de réflexion, c'est on doit se poser la question dans une entreprise où on aime bien travailler, qui soit pérenne, je suis sécurisé, je suis en entreprise qui se transforme, qui bouge, j'ai un management qui est en pointe, donc je veux rentrer dans cette société où je veux y rester parce qu'il y a tout ça. Et s'il n'y a pas tout ça, je vais peut-être me sentir mal, je vais peut-être pas bien avancer. Et puis ce qu'on me demande de faire là, je vais le faire parce qu'il faut le faire. Mais comme je ne suis pas bien appliqué, je n'ai pas tout compris, je ne suis pas bien motivé, bof quoi. Et on a à un moment donné, petite analyse, petit résultat, pourquoi j'ai des rebuts, pourquoi je n'atteins pas le niveau de fiabilité, etc. Alors qu'on a beau avoir mis à un moment donné des principes. Ça, il y a 5-10 ans, c'était du schéma grand groupe théorique sur lequel il fallait aller. Aujourd'hui,
ça devient un outil de travail pour les RH, pour les managers, bien sûr pour les décideurs. Comment faire pour que nos équipes, on les inclut dans ces schémas-là pour arriver à la fin à respecter ce que notre client final, notre donneur d'ordre ou... Hein, pareil, on se retrouve aujourd'hui sur des réflexions qui n'étaient pas aussi fortes il y a quelques années. C'est que, eh bien, on fait du référentiel sur de l'identification du risque. On se réfère à certaines normes, mais on arrive à travailler sur des matrices qui disent globalement ok, il y a eu une erreur qui a été faite. Bah, à la limite, je vais peut-être pas l'engueuler à tous ces entretiens annuels. On va essayer de voir ce qui se passe, quoi. On va essayer de comprendre, mais de comprendre, d'aller très très loin. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est bah oui, mais moi, attends, Jean-Pierre, t'es gentil, mais je suis pas psy, quoi, je veux dire. Ou j'ai pas une formation de. Comment veux-tu que je prenne tout ça en compte? Donc ça veut dire que demain, on va se retrouver peut-être dans nos structures. Alors dans les grandes, ça va être peut-être un peu facile, parce qu'on va recruter au niveau du service RH peut-être quelqu'un qui pourra aider. Mais peut-être que l'EMS de taille moyenne, etc., devra trouver à un moment donné dans un cabinet, au niveau d'une CCI, au niveau d'un organisme, ou au niveau d'une société, ou peut-être dans le réseau PC2A, quelqu'un qui a les mêmes problématiques en disant bah, comment je peux faire pour motiver mes personnes et analyser les problématiques que j'ai. J'aborde pas là le problème des intérimaires. À un moment donné, j'ai mes salariés, j'ai besoin d'intérimaires, bah, la carte électronique qu'attend mon donneur d'ordre, elle doit répondre à des niveaux de fiabilité équivalents. Donc ça, ce sont des réflexions. Aujourd'hui, c'est pas tiens, bah, ce à quoi on doit faire attention demain. Là, j'ai pris un exemple concret qu'un expert au niveau de l'ESD rencontre tous les jours, quelqu'un qui fait partie du comité de rédaction des normes au niveau de l'AFNOR et puis fait des formations à tous les niveaux. Et c'est pareil, c'est un changement qu'il a vu ces dernières années. Les ESD, tout ce qui est antistatique. Le gros problème des ESD, c'est qu'en fait, ça ne se voit pas toujours. L'avion, il ne s'écrase pas maintenant, il va s'écraser dans 2 mois. Oh. Est-ce que c'est dû à mon action? J'en sais rien. Hein? ESD, des composants de plus en plus sensibles, on commence à parler de miniaturisation, on commence à intégrer sur nos cartes électroniques des capteurs, tout un ensemble d'éléments. On a maintenant les cartes électroniques qui ne sont plus dans l'habitacle, mais qui vont se retrouver près des éléments motorisés, mécaniques, etc. Tout ça, ça bouge. Donc on a des sensibilités très fortes. Et puis on a simplement 20% de panne franche. Comment vous voulez dire à un opérateur qui bosse bien alors que lui, il vérifie que sa carte électronique, elle fonctionne? Et puis, à contrario, on se retrouve avec des secteurs d'activité qui, eux, sont très exigeants, mettent des procédures en interne pour suivre ça. Alors pour moi, les ESD, je compare toujours ça à la chaîne de froid. Donc vous avez Schneider Electric qui va vous mettre le camion frigorifié, qui va envoyer ça à Cella Group, qui a un EMS qui, lui, va mettre ça dans une chambre froide, qui va envoyer ça à un sous-traitant électronique qui est vraiment très efficace. Et puis, panne de dernier moment, vite, il faut aller me faire un truc là-bas, et on appelle le gars en scooter qui met juste ça derrière. La chaîne de froid, elle est morte, quoi. Et votre truc, vous pouvez le mettre à la poubelle. L'ESD, c'est pareil. Hop, pardon. J'ai fait retour. Ah oui, j'ai appuyé sur... Alors, en plus, on a des contraintes au niveau des ESD. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les opérateurs avec le bracelet, le tapis, les choses. On interdit d'avoir le sac à main, on interdit d'avoir la bouteille d'eau, on interdit un tas de choses. Donc l'opérateur, il se dit « Ok, bon, t'es bien gentil, mais
montre-moi à quoi ça sert. Et puis en plus, vous avez le patron qui vous dit, mais attends, qu'est-ce que tu me racontes, quoi? Moi, j'ai jamais vu de panne là-dedans. Et puis, si on a des pannes, le client va m'appeler. Hein. Puis pour le moment, il m'a jamais appelé. Donc, on verra ça plus tard. Hein. Et puis, dès qu'on met en place un peu une organisation au niveau du SD, c'est le référent, c'est le formateur, c'est etc. Hein. Donc par rapport à ça, si aujourd'hui on veut atteindre les niveaux de fiabilité demandés et si on veut respecter nos engagements, et par rapport à ce qu'attendent les millenniums, par rapport à ce qu'attendent les jeunes, par rapport à ce qu'attendent, mais bon, bah, explique-moi à quoi je sers. Explique-moi pourquoi je suis là. Et explique-moi pourquoi je dois faire ça. Donc, est-ce que c'est un projet d'entreprise? Oui, je te dis ça parce que nous, on est positionné sur tel niveau de qualité ou tel niveau de service client. Et puis derrière, de plus en plus, c'est ce que disait Pascal, c'est que chez les EMS aujourd'hui, vous avez de plus en plus le client qui arrive en disant, ben, voilà messieurs les opérateurs, mesdames, à quoi ça sert ce que vous faites? Ça va dans tel truc, et si ce truc-là, ça tombe en panne, voilà les impacts. Donc aujourd'hui, c'est expliquer, imager, avancer, faire des choses aussi. Alors, dernier point, là, on est plutôt sur une vision très grand groupe. Schneider Electric, Merlin-Gérin, enfin, anciennement, toujours orienté un peu sur l'homme, l'évolution, etc. Et eux, dans leur démarche de motivation, ça va assez loin parce que ils proposent à leurs équipes, ils les intègrent dedans, des niveaux de responsabilité, des niveaux de liberté de plus en plus fortes, des formations très très fortes, en laissant une certaine souplesse, une certaine agilité pour pouvoir avancer. Et ils vont même aujourd'hui jusqu'à intégrer dans les entretiens annuels tout ce qui est analyse comportementale. Avant, on disait, bah voilà, il faut faire tel chiffre d'affaires, il faut livrer à telle heure, il faut faire telle chose. Demain, vous avez un gros bug de production pour telle ou telle raison, ou vous avez l'activité qui progresse de 10-15%, vous n'arrivez pas à suivre. Donc ça veut dire qu'en gros, peut-être que votre taux de livraison va être mauvais parce que vous avez des jours de retard. Donc si vous analysez ça sur les résultats, bah, le gars, vous avez ta prime, tu ne l'as pas. Alors que ça se trouve, il fait 12 heures par jour pour se bouger, pour avancer, parce qu'il est hyper motivé, il a envie d'aller. Donc aujourd'hui, on est aussi sur des changements de ce type-là. Donc ça bouge très fort au niveau des différentes entreprises. Donc voilà, moi, rapidement, les exemples que je voulais vous donner, les évolutions. Alors, je voudrais faire une conclusion qui m'appartient moi seul. Donc, je ne veux surtout pas que vous mettiez PC2A dans le coup, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ce que je veux simplement dire, c'est que nous avons vécu en France, sur la dernière année, des événements assez importants. Les gilets jaunes. Je dis simplement, faisons attention dans nos entreprises de ne pas avoir les gilets jaunes de nos entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous avez des entreprises qui se mettent en quatre pour recruter des jeunes qui vont faire progresser l'entreprise, qui sont intelligents, qui sont hyper performants, qui boostent de tous les côtés, qui vont vraiment bien avancer. Simplement, ces jeunes-là aujourd'hui, moi franchement c'est ce que je vois et c'est ce que je pense, ont très peu d'expérience dans le monde industriel, très peu de recul, et quelquefois, si on les laisse faire, ils vont envoyer la boîte dans le mur. Très rapidement, parce qu'ils sont très bons. Mais ils vont l'envoyer dans le mur. Donc on a besoin, à un moment donné, de dire à ces jeunes-là, moi je ne suis pas là pour te dire comment tu dois faire et ce que tu dois faire. Je dois simplement te dire les conneries que j'ai faites, pourquoi je me suis brûlé 15 fois et t'éviter de te brûler. Donc ça veut dire qu'il faut que les entreprises de demain réussissent à garder ces jeunes, à se les motiver, bien entendu. C'est évident avec tout ce qu'on vient de dire.
l'éthique, l'environnement, pas simplement l'entreprise, mais ma vie sociale à moi, etc. Et malgré tout, ceux qui ont un petit peu plus de bouteilles, eh bien les faire monter aussi, les garder, pour qu'on arrive à garder cet équilibre. Donc faisons attention à ces choses-là. Hein. Ne partons pas sur un seul axe en jetant derrière ce qu'il ne faut peut-être pas jeter tout de suite. Voilà. Voilà, moi ce que je voulais simplement vous montrer, c'est que la fiabilité, ce n'est pas simplement un problème de techniciens qui vont vous sortir la bonne formule en disant voilà ce qui se passe. C'est maintenant une responsabilité de l'entreprise et quand on dit l'entreprise, c'est aussi prise de conscience des managers. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des interrogations par rapport à ça ou des... Alors moi je suis là en général pour secouer un petit peu, donc mais j'aime bien, donc faut pas... Non? Voilà, je vous ai secoué tant que ça là que... Est-ce qu'il y en a qui ont vécu déjà dans leurs entreprises des problématiques de ce type-là, ou qui vivent des choses, ou qui s'interrogent, ou tout se passe bien? Celui qui me dit tout se passe bien, on va boire un coup après ensemble. N'hésitez pas, vous avez 2 stands qui peuvent vous intéresser, qui sont là pour vous aider. C'est bien sûr le stand PC2A en premier, avec, alors j'hésite à le nommer parce que c'est William Marais, mais c'est le trésorier. Donc lui, il sait parler que d'argent, mais bon, il arrive à sortir un peu. Spécialiste IPC quand même. Et vous avez juste en face de PC2A le stand Axiel aussi, qui lui est un syndicat qui regroupe des industriels.